Et quand on commente les marchés, il y a un mot qu'on retrouve un peu sur toutes les lèvres en ce moment, de peur de ce qu'il se passe au Moyen-Orient et déjà du baril de Brent et du prix du gaz aussi en hausse, c'est l'inflation. Alors on va en parler avec vous, Stéphane Déo, bonjour. Bonjour. Gérant de portefeuille senior chez Eleva Capital. Donc je le disais, coût des matières énergétiques, ce serait une inflation importée. Est-ce que ça peut faire peur aux banquiers centraux sur une nouvelle crise inflationniste ? Je vais vous faire une réponse d'économiste, je suis désolé, mais ça dépend. Ça dépend beaucoup de la durée du conflit, en fait. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du Moyen-Orient, il y a plein de gens beaucoup plus qualifiés que moi, mais si vous regardez ce que vous raconte le marché, vous savez, vous avez des contrats futurs sur le pétrole à 1 mois, 2 mois, etc. Ce qui se passe à l'heure actuelle est cohérent avec l'idée que le détroit d'Ormuz va être fermé grosso modo en 1 mois. On tape sur 1 mois, si c'est au-dessus, c'est ce que dit le marché. Voilà, c'est ce que dit le marché. Si c'est ça, historiquement, quand vous avez un choc sur les produits pétroliers ou sur l'énergie qui est transitoire et qui disparaît au bout d'1 mois, finalement, ça ne passe pas tellement dans les tuyaux, donc vous n'avez pas d'effet de second rang. Les industriels n'ont pas le temps de changer leur prix. Donc c'est absorbé soit par les marges, soit par un petit peu moins de consommation. Et donc c'est un choc temporaire qui disparaît. C'est un peu ce qu'a dit finalement Philippe Lane, qui a prévenu d'effets économiques négatifs si le conflit durait. Donc effectivement, on tape sur au-dessus de 4 semaines. En fait, Donald Trump a indiqué cette barre des 4 semaines et elle est regardée du coup par les investisseurs. Oui, c'est ça. Si vous regardez la réaction des prix, alors le gaz a réagi beaucoup plus. Alors c'est des raisons. La référence européenne, ouais. Oui, c'est des raisons un petit peu techniques. C'est-à-dire que vous avez des stocks de pétrole un peu partout. Par exemple, l'Arabie Saoudite a des stocks de pétrole en Chine et en Europe assez importants. Donc même si on ferme le détroit d'Ormuz, on peut fournir en pétrole, là aussi évidemment pour une durée limitée. Donc le prix du pétrole a bondi, mais de manière raisonnable. Le gaz, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, donc plus ça, 50% pour donc ça a progressé beaucoup plus vite. Et ça va avoir un impact sur les prix immédiatement, en fait. Mais une fois de plus, si on parle de 3-4 semaines, c'est pas dramatique. Par contre, si ça devient pérenne, là, forcément, les industriels vont être obligés de changer leur prix. Et donc, vous avez un effet de boule de neige. Mais quel est le plus grand risque pour l'inflation ? Parce qu'il y a le choc énergétique, mais il y a aussi les armateurs qui dévient leur route commerciale pour passer par exemple par le Cap de Bonne-Espérance, donc faire le tour de l'Afrique. Donc ça va hausser le coût du fret maritime et donc forcément aussi le prix des marchandises. Oui, mais ça, c'est pas tellement important parce que le coût en général est relativement limité par rapport au coût total. Donc par rapport à l'effet direct sur le pétrole, je vais juste vous donner une statistique. On a le prix de l'essence tous les jours aux États-Unis. On n'a pas ça en Europe, malheureusement. Mais aux États-Unis, le prix de l'essence est déjà en hausse de 16% depuis le début de l'année. Donc c'est pas négligeable. Et si vous regardez, alors évidemment c'est très lié au prix du pétrole. Vous n'allez pas être surpris si je vous dis ça. Si vous regardez les prix du pétrole, ça suggère que le prix de l'essence devra encore progresser pas mal aux États-Unis. Donc vous voyez, vous pouvez très vite avoir 20-25% sur le prix de l'essence aux États-Unis. En Europe, ça réagit moins vite parce qu'il y a une grosse partie de taxes qui ne bougent pas. Donc, côté d'avoir des taxes, ça stabilise. Mais là, vous pouvez avoir un impact qui est assez conséquent, assez rapide. Mais une fois de plus, c'est la durée qui compte. Et à quelles conditions cette inflation sur l'énergie peut se transmettre dans une hausse généralisée des prix, comme ça l'avait fait pendant après la guerre en Ukraine, regardez, le début de la guerre en Ukraine. Si vous prenez par exemple les prix alimentaires, alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec l'énergie, en fait si. Et les intrants agricoles. Voilà, il y a les intrants agricoles, il y a le transport, il y a, vous allez probablement utiliser un frigo, donc il y a toute l'énergie, c'est 20 à 25% à peu près du coût, ça dépend, mais à la louche c'est un petit peu ça. Donc là aussi, si vous avez un choc qui est temporaire, qui dure quelques semaines, les industriels ne vont pas avoir le temps de changer leur prix. Mais il y a un moment où on ne peut pas tout absorber par les marges. Et donc, le problème de la guerre en Ukraine, c'est ça, c'est ce cher monsieur Poutine nous avait dit que ça durait quelques jours. Quand ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années, ça devient un choc permanent. Et là, il faut ajuster les structures de prix immédiatement. Et quelles peuvent être les réactions des banques centrales ? Justement, on a beaucoup dit qu'on n'avait pas réagi assez rapidement du côté de la BCE. Et pourtant, quand on a réagi, ça a été très fortement en termes de hausse de taux. La fonction de la réaction de la Banque centrale, qui est vraiment européenne, qui est aussi de regarder cette inflation importée. Alors, c'est très embêtant pour les banques centrales, ce genre de choc, parce que d'un côté, vous augmentez l'inflation, donc il faut monter les taux.
Mais de l'autre côté, évidemment, pour vous, c'est des prix qui augmentent, donc votre consommation va baisser, donc c'est récessif. Donc il faut baisser les taux. Alors vous ne pouvez pas monter et baisser les taux en même temps. Ce qu'ont fait les banques centrales avec le choc de l'Ukraine, c'est l'inflation avait, post-Covid en plus, l'inflation avait tellement progressé qu'elles ont été obligées de monter les taux. Si vous regardez ce qui se passe sur les marchés à l'heure actuelle, vendredi, il y avait une probabilité marginale que la BCE baisse ses taux d'ici la fin de l'année, parce qu'on avait plutôt une inflation qui se tassait, qui se dégonflait petit à petit. Donc il y avait un tiers de chance à peu près pricée de baisse des taux de la BCE. On vient de passer au-dessus de 50% de probabilité de hausse des taux de la BCE, là, il y a quelques heures quand j'ai quitté le bureau. Donc en fait, ce que dit le marché, c'est un choc inflationniste, les banques centrales doivent réagir. Et donc vous avez ce qu'on appelle la partie courte de la courbe, c'est-à-dire les taux courts qui sont contrôlés par les banques centrales, qui sont en train de remonter, parce que les marchés anticipent une réaction des banques centrales qui est on monte les taux. Mais ça peut créer des désaccords au sein du Conseil des gouverneurs, parce qu'il y a quand même ceux qui vont dire oui, mais il y a l'aspect récessif, la demande elle est déjà considérablement freinée en Europe, donc on va peut-être pas encore monter les taux. Et puis il y a effectivement les ayatollahs de l'inflation. On n'a pas entendu Isabelle Schnabel, mais elle est dans les starting blocks, je suis sûr. Quand on aura sa déclaration, ça peut faire du bruit. Mais je crois que c'est le gouverneur de l'Autriche qui a déjà dit oui, il faudra réagir. Oui. Alors, le gouverneur de l'Autriche, pareil, il est très, très au quiche, pour utiliser le jargon adéquat. Vous avez le Villeroy de Galhau aussi, qui a parlé récemment et qui était beaucoup plus mesuré, qui disait il faut attendre, il faut voir les conséquences. De toute façon, il faut rappeler que la BCE se réunit toutes les 6 semaines. Le prochain meeting arrive trop tôt pour prendre une décision. Donc la question se posera pour le meeting suivant. Donc à partir du mois de juin, on aura probablement plus de clarté. Enfin, en tout cas, on saura si le conflit effectivement est un conflit d'une ou 2 semaines ou si c'est un conflit qui s'éternise à l'ukrainienne. Et là, par contre, il faudra prendre effectivement des décisions. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, la baisse du prix du pétrole qu'on avait l'année dernière a rajouté, d'après mes calculs, entre 0,3 et 0,5% de pouvoir d'achat. Donc c'est pas négligeable. C'est comme si je vous augmentais votre salaire de 0,5%. Alors, ce n'est pas énorme, mais, dans l'autre sens, ça peut faire mal. On peut basculer dans l'autre sens très, très rapidement. Effectivement, comme les ménages européens ont tendance à peu consommer, à beaucoup épargner, si en plus vous donnez un gros coup de rabot sur leur revenu, ça peut avoir un comportement récessif, effectivement. L'effet sur la demande peut-être dur. Du côté des États-Unis, parce qu'on dit souvent que l'Europe serait plus touchée finalement par ce conflit au Moyen-Orient, parce qu'encore plus proche et aussi plus dépendant en termes d'énergie fossile. Les États-Unis, on serait plus justement dans une fonction de réaction de se dire va soutenir la demande s'il y a un coup de frein, il y a un risque de coup de frein. Les États-Unis, il faut rappeler qu'il y a quand même des élections en début novembre. Que Donald Trump est un petit peu en retard, pour ne pas dire très très en retard. Si on a un choc inflationniste qui diminue le pouvoir d'achat des ménages, ça n'a pas aidé pour ces sondages. Donc moi je pense, et j'espère, alors une fois de plus, il y a plein de personnes qui deviennent spécialistes du Moyen-Orient, moi je n'ai pas cette prétention-là, mais je pense que l'administration Trump veut un conflit très très court. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la driving season, c'est-à-dire qu'entre mai et début septembre, c'est les vacances. Donc il faut absolument que le prix du pétrole, à ce moment-là, redescende, parce que sinon, en gros, c'est peut-être simpliste de le dire comme ça, mais il est sûr de perdre les élections. Donc je pense, et j'espère surtout, que c'est un conflit qui ne durera pas très longtemps, et dans ce cas-là, c'est plutôt les Villeroy de Galhau qui ont raison, plutôt que les hawks qui veulent monter les taux. Attendre que l'orage passe, effectivement, de quelques semaines. Voilà. Alors après, sur la Fed, vous savez que Powell, donc le président de la Fed, doit partir. Il quitte la présidence, on ne sait pas encore s'il va partir de la Réserve fédérale. C'est une bonne remarque. Il quitte la présidence. Je vous l'ai dit, l'impact sur l'inflation via le cours de l'essence a déjà pas mal progressé.
Donc je pense que tout simplement, il va botter en touche et il va repousser les baisses de taux qui étaient attendues et d'ailleurs qui sont de moins en moins attendues. Oui. Donc ça repousse tout ça à juin, juillet pour avoir vraiment des décisions des banques centrales. Parce que pour l'instant, je pense que Et ça ne change pas la donne, on a toujours 2 baisses attendues pour côté américain. Oui, mais la probabilité a pas mal baissé, une fois de plus, parce que les marchés américains font la même chose que les marchés européens sur la BCE. Ils disent qu'il y a quand même un problème d'inflation. Et donc les banques centrales ne peuvent pas éviter ce problème-là. Et donc la probabilité d'une baisse des taux est en train de diminuer petit à petit aux États-Unis. Alors qu'il y avait effectivement 2 baisses complètement pricées par les marchés il y a encore une semaine, tout simplement. Mais de toute façon, Donald Trump a un peu les chiffres d'inflation qu'il veut. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, le discours sur l'état de l'Union, c'était 1,7% sur les 3 derniers mois. Alors moi j'ai cherché, je ne sais pas à quoi il faisait référence. Non, moi non plus. D'accord. Non. C'était pas le PCE, c'était pas le CPI. Non. Alors, mais l'inflation était en baisse, ça en revanche. Non, alors, par contre, là où il a raison, il n'est pas que des âneries non plus. Non. C'est que il a imposé des tarifs douaniers assez importants. Tout le monde s'attendait à ce que ça passe à l'inflation à un moment donné. Et c'est vrai que les chiffres d'inflation sont étonnamment calmes et étonnamment modérés aux États-Unis. Je pense, moi, que c'est la grosse surprise de l'année dernière. On avait tous des prévisions d'économistes qui nous disaient du 3 à 4% d'inflation. Finalement, on est beaucoup plus bas. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer en termes d'inflation modérée. Et il a bien fait redescendre aussi le prix des œufs, parce que ça avait beaucoup monté l'année dernière, et là le prix est redescendu. Effectivement. Alors je pense qu'une des raisons, alors ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient, mais c'est aussi que les tarifs qu'il a imposés ne sont pas imposés concrètement. Je m'explique. Si vous regardez les exportations canadiennes vers les États-Unis, il y avait à peu près 40% des exportations qui ne rentraient pas dans le cadre des tarifs parce qu'elles étaient exemptées. En fait, c'était la théorie, les 40%, on est quasiment à 80%. D'accord. Pourquoi ? Parce que les exportateurs canadiens qui exportaient un petit bidule, ils n'allaient pas remplir toute une paperasserie administrative pour éviter les tarifs, sauf que quand les tarifs étaient très très élevés, ils l'ont fait. Et du coup, je pense que ce qui se passe, c'est que concrètement, les tarifs sont beaucoup moins importants que ce qui est affiché officiellement par Donald Trump. D'où l'effet sur l'inflation et d'où le fait qu'on puisse absorber un choc temporaire sur le prix du pétrole. Donc quelques semaines. Donc merci beaucoup pour ce précieux éclairage, Stéphane Déo, gérant de portefeuille chez Eleva Capital. Merci à vous.